Bonjour à tous, bienvenue dans notre Zoom. Aujourd'hui, je reçois Philippe Colin-Olivier. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes romancier, cher Philippe Colin-Olivier, et donc vous nous signez cet ouvrage « Qui a tué le maire de Paris en pleine campagne des municipales ?» Ça tombe à pic, publié chez Pierre et Guillaume Deroux. Je pitch rapidement l'ouvrage sans... Qui est un roman. Qui est un roman. J'ai précisé que vous étiez un romancier. 5 Parisiens caressent le projet d'assassiner le maire progressiste de la capitale, Gigi Navalo, Jean-Jacques, à cause de sa politique qui passe par la fin du petit commerce, le vélo à outrance, les interdits, les impôts, les amendes qui triplent, le copinage entre élus. Êtes-vous un traumatisé d'Anne Hidalgo? Pas du tout, j'ai pas du tout visé Mme Hidalgo, dont je savais... Je viens d'apprendre qu'elle était maire maire de Paris. Du socialisme je ne savais municipal. pas qu'elle était maire de Paris. Moi, j'ai décrit un homme magnifique, beau garçon, séducteur, qui pense qu'il faut gruger. D'origine espagnole, Navalo, quand même, non? Mais il n'a pas la double nationalité comme Mme Hidalgo, qui a la double nationalité, ce qui est entre nous un scandale. Hein. Pourquoi? Parce que quand vous jouez dans l'équipe de France de football, vous ne jouez pas dans l'équipe espagnole. Non? Oui. Pourquoi est-ce que les hommes politiques, sous notre pseudo-démocratie, ont des droits particuliers? Ça vous étonne pas? Plus rien de méthode. Non, mais ça vous étonne pas. Et l'immense Manuel Valls, homme considérable. Et il est question qu'il revienne maintenant. Est-ce qu'il est espagnol? Est-ce qu'il est catalan? Est-ce qu'il est français? Il est catalan comme ça. Mais il a été naturalisé en 82, je crois. Oui, mais maintenant, il est question qu'il revienne après s'être marié avec une riche Barcelonaise. Ça, il a eu raison, mais ils ne sont jamais assez riches. Mais il est catalan quand ça l'intéresse, il est espagnol quand il y a avantage, et il est français quand il cherche une carrière. Il cherche le vent, oui, c'est tout. Ouais. C'est ça, nos hommes politiques. J'ai une immense admiration pour Manuel Valls, je voudrais qu'on le souligne. Une admiration sans borne. Sans borne, parce que c'est le politicien par excellence. Comment vous est venu, Philippe Colin-Olivier, à l'idée d'écrire un roman racontant l'assassinat du maire de Paris? Bien, tout à fait par hasard. Un jour, me baladant, je suis très badaud, je croise 3 copains sur le boulevard, et les 3 copains, maudissant, abhorrant le maire de Paris, ou Madame le maire de Paris. Je me suis dit, tiens, pourquoi? Moi, j'habite pas Paris. Et donc, ça m'a donné l'idée du livre. Mais j'ai écrit ça il y a 1 an et demi. Hein. Vous évoquez, ou plutôt le narrateur, cher Philippe Colin-Olivier, plusieurs notions de politique française moderne. Sur les progressistes, je vous cite: « Mieux vaut noyer son bébé ou piétiner une vieille dame que de s'en prendre à un progressiste. » D'où vous vient cette morale civique parfaite? Je le constate tous les jours. Non, mais c'est évident. Regardez le progressisme du festival des Césars, où une jeune femme se plaint qu'il n'y ait pas assez de noirs dans la salle. C'est très progressiste. Mais comme l'a fait remarquer je ne sais plus qui, on ne dit pas il y a trop de noirs dans l'équipe de France de football. Vous êtes un nazi, là. Mais elle, c'est une progressiste. Et récompenser M. Polanski, c'est progressiste aussi? Il a du talent. Alors, c'est tout le problème. Est-ce que le talent... Brasillac s'est fait fusiller, à juste titre. Oui, mais il avait violé personne. À juste titre. Céline non plus. Il était très antisémite, il était tout de même méchant. Lisez ses poèmes. Mais c'était pas un crime à l'époque, l'antisémitisme. Ça l'a toujours été, à mon avis. Et ça n'excuse rien. Sur l'affaire Polanski, je ne sais pas. Moi, j'étais pas là. Il n'a pas violé ma jeune mère quand elle avait 12 ans, donc j'ai pas de sentiment. Quant à ma sœur, elle se serait refusée à lui. Je la connais. Non, je le suis. Sur la démocratie, pourquoi dites-vous qu'il faut être naïf pour croire en ce système? Enfin, écoutez, regardez le Parlement français, ce qui représente la France. Non, pas du tout. D'abord, il n'existe plus, puisque 90% des lois viennent de Bruxelles. Est-ce que vous sentez que le Parlement français représente la France? Il n'y a que la proportionnelle qui peut représenter le peuple. Donc c'est une blague, évidemment. Et puis, le président de la République, qui fatalement, je ne parle pas du président actuel, c'est le meilleur menteur. C'est ça le drame de la démocratie, c'est que si vous êtes un bon menteur, vous passez... Chirac était un extraordinaire menteur, Sarkozy, il a été très bon, mais il a été battu quand même par « moi président, moi président, moi président ». Je ne sais pas qui lui a conçu cette chansonnette à Hollande, elle était géniale. Bon, voilà, il a dit « moi président, moi président », et puis c'est tout, c'est comme ça que vous êtes élu. Et rappelez-vous, « Vivons printemps », avait dit Macron. Vous vous souvenez de cette campagne électorale? Bien sûr. « Vivons printemps », ce qui ne veut rien dire. Mais les gens se sont dit « c'est mieux que vive l'hiver » quand même. Donc ça marche. Si vous n'êtes pas un menteur, et François Mitterrand était le patron là-dedans, décoré par le maréchal Pétain, on ne l'a pas enchaîné pour le décor. Et en plus, il passe après au Parti socialiste.
Et il a sur ses genoux Georges Marchais, le patron du Parti communiste, il faut quand même le faire. Il ment au peuple français sur sa maladie. Il faut faire des faux papiers, il devrait être en tôle. Vous vous souvenez de ça? Les faux rapports de son médecin. Il est merveilleux. Avec Manuel Valls, c'est mon idole. Non, je vous l'assure. Ayant rétabli d'ailleurs la torture en Algérie, non, pas la torture, lorsqu'il était ministre. Pendant la guerre d'Algérie... C'est pas lui qui a rétabli Pendant la guerre d'Algérie, François Mitterrand, le pauvre homme, était pour la peine de mort. Il fallait frapper fort, il a dit. Et puis après, il a compris que le Parti socialiste n'acceptait pas, il était contre. Il a eu la bénédiction de M. Badinter. Mais c'est pour ça que j'ai une immense admiration pour lui. L'État-providence disparaît, maintenant c'est l'État satanique, dites-vous? C'est l'État satanique. Si on m'avait dit que... Moi, je suis né pendant la guerre. Bon. Donc, il y avait les Boches. On nous a assez parlé, et à juste titre. Si on m'avait dit, en l'an 2000 ou 2020, il y aurait des caméras dans toutes les rues, je me serais dit, la Gestapo a gagné sur le plan culturel. Et elle a gagné. Le KGB aussi. Si on m'avait dit que dès que vous dépensez 2 sous, vous savez que les informations passent à Bruxelles dans une officine américaine. Vous savez ça? Surveiller, sous prétexte pour surveiller le terrorisme. C'est de la blague. Ils savent tout. Si on m'avait dit que quand vous baladez avec un téléphone, on sait où vous êtes, je me serais dit, mais la Gestapo a gagné. Le KGB a gagné. Et ils ont gagné. Seulement, ça se fait petit à petit, les gens ne s'en rendent pas compte. En face de cet État, vous avez des Français que vous jugez, enfin que le narrateur juge mollassons et les Parisiens apathiques. Mais est-ce que les Gilets jaunes n'ont pas prouvé Les Gilets jaunes ne sont pas des Parisiens. Oui. Bon, ce sont les Français, gens de province. Les Français, le narrateur, les trouve mollassons. Et les Gilets jaunes sont mollassons. Ils pouvaient prendre l'Élysée. Voilà un acte révolutionnaire. Ils pouvaient le prendre, l'Élysée. Les gardes mobiles n'auraient pas tiré. Ils auraient eu peur. Donc ils pouvaient le prendre. Il y a un certain samedi, vous vous souvenez ça? Oui. Où la couille au ventre, l'immense président, notre vénéré président était planqué. Il avait peur. On voulait l'exfiltrer. Ils pouvaient le prendre. Ils l'ont pas fait. C'est pas des révolutionnaires. Mais ces gilets jaunes ne sont pour la plupart pas à l'agonie, mais ils ont tout simplement marre d'être pris pour des andouilles de contribuables, vous dites dans votre ouvrage. Oui, des crétins, vous savez. Oui, bien sûr. En Suisse, on dit un contribuable. Non, un citoyen qui n'est pas armé n'est qu'un contribuable. Sur le pouvoir, vous êtes aussi également très dur. Le pouvoir n'a de sens que s'il l'humilie. Étaler sa puissance est la marque d'un État impotent. Le pouvoir politique n'avait plus qu'un rang à tenir, celui de l'esbrouf, la frime avant la chute. Mais la frime, ça dure quand même depuis 40 ans. Pour quand la chute? C'est très court, 40 ans. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé entre 1213 et 1250? Non. Bon, c'est très très court. C'est une petite parenthèse, comme les 30 Glorieuses ont été une petite parenthèse. Mais on voit bien qu'on est à la fin du système, tout s'en va. Philippe Colin-Olivier, on avait reçu récemment Gérard Fauré, le dealer le voyou, du tout Paris. Le bandit qui a fait 20 ans de prison. Mais vous recevez n'importe qui, vous allez recevoir le pape un jour. On reçoit même Philippe Colin-Olivier, alors. Et lui, c'était les gentils garçons. Vous évoquez la drogue et la pédocriminalité en politique. Le maire de Paris, de votre roman, est consommateur de cocaïne et pédophile hors de France. Est-ce que ces pratiques, selon vous, sont si répandues? Il est accusé de ça par une créature. La pédophilie, je n'y connais rien, ça ne m'intéresse pas. Il y a longtemps que je n'ai pas été violé. Et non, je le regrette. Et quant à la drogue, chacun sait que les hommes politiques prennent de la canne. Comment vous croyez qu'ils vivent? C'est comme quand on a fait L'Innocent, le journal L'Équipe, pendant 30 ans, que j'aime beaucoup. Très bon journal, il y a de très bons écrivains. Eh bien, pendant 30 ans, il a fait comme si on ne savait pas qu'ils se camaient. Ils étaient tous camés, monter le Tourmalet au mois de juillet, il faut le faire. J'ai rencontré un jour au Salon du Cycle Jacques Anquetil, et je bavardais avec lui, il m'a dit, même Poulidor se camait. On était tous totalement drogués. Les hommes politiques, comment vous croyez qu'ils vivent? Vous imaginez la tension nerveuse de ce pauvre Macron? Il arrive le matin, n'est-ce pas, il a eu sa tartine de miel. Bon, il a été embrassé par sa jeune femme. Il arrive au bureau, il a ça de dossier. Mais vous vous suicidez. Je ne dis pas qu'il se drogue, il se drogue d'une certaine manière. Je ne sais pas s'il prend de la cocaïne ou s'il prie la Sainte Vierge Marie, j'en sais rien. Mais il a besoin d'un stimulant. Un peu de dopamine, mais c'est naturel. À partir de quand, c'est tout le problème de la drogue, est-ce que c'est
un péché? Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est en dehors de la juridiction? J'en sais rien. Alors ce Gigi Narvalo, maire de Paris, dans votre roman, est également, vous le dites, capricieux, méprisant, maniaque. Est-ce que vous pensez au fond qu'il faudrait soumettre les élus de la République à une sorte de psychanalyse avant l'élection? Pas avant l'élection, dès lors qu'ils veulent faire de la politique. C'est un métier de cinglé, il faut être mégalomane. Il faut être mégalomane pour se dire... Prenez un type comme Hollande, qui est la médiocrité faite homme, gentil garçon, il n'a fait fusiller personne. Ce type a osé se dire, je vais devenir président de la République. Après De Gaulle, après Richelieu, après Louis XIV. Moi, c'est extravagant, c'est un malade, c'est un gentil malade. Non, c'est vrai, on devrait faire une quête pour lui envoyer des médicaments. Mais c'est un malade, lui et les autres. Même De Gaulle qui disait, je suis la France. Il était parti avec sa valise à Londres, gloire à sa résistance. Tout seul, contre le peuple français qui était védéniste. C'est un malade, non? Ils sont tous des malades. La peine de mort étant provisoirement interdite, c'est ce qu'on peut lire dans votre ouvrage. Est-ce que vous pensez, Philippe Collin-Olivier, qu'un jour elle sera rétablie? Vous savez, c'est comme si, moi j'appartiens à cette génération, c'est comme si on nous avait dit, est-ce que l'Union soviétique peut s'écrouler? On aurait dit, mais jamais. Jamais. Ils sont en train de conquérir le monde, le communisme. Ils sont écoulés pitoyablement, lamentablement. Les États-Unis s'écroulent quand vous voyez que la mer américaine, qui a la plus grande aviation du monde, a été battue par des Afghans qui cavalent en savate avec une kalachnikov et une bouteille d'eau. C'est extravagant. Donc tout est possible. Et je crois que la suppression de la peine de mort, d'ailleurs la peine de mort, tout le monde est contre, mais quand on a condamné à mort à Nuremberg les criminels nazis, personne n'a moufté. On est allé chercher en Amérique latine, Israël, cet infâme mec qui était Eichmann, tout le monde trouvait ça d'accord. Vous êtes d'accord? Quand Saddam Hussein a été pendu, personne n'a braillé. Donc on est tous pour la peine de mort, à un certain moment, pour certains cas. De dire je suis contre la peine de mort, c'est une blague. Et la peine de mort, ça existe depuis combien de temps en Europe? Très peu de temps. Tout peut changer. Surtout quand il y a une néo-barbarie qui vient, on le sent bien. Vous évoquez également l'expression du président Hollande, ces fameux 100 dents victimes du libéralisme. Et ne pensez-vous pas que cette notion de libéralisme a été dévoyée? Au fond, la France n'a jamais été gouvernée par un gouvernement libéral avec une dépense publique à 57% du PIB français. L'État n'a rien de libéral. Je ne sais pas s'il n'est pas un libéral. Prenez la Chine. C'est un pays hyper capitaliste, dirigé par des communistes. Nous, c'est le contraire. C'est des gens très riches qui dirigent, mais on a une politique marxiste sur le plan de la fiscalité, par exemple. N'est-ce pas? Donc, c'est très ambigu, tout ça. Enfin, vous êtes dur avec la nature humaine. La nature humaine est la somme du singe et du perroquet, enfin plutôt le narrateur. Les gens se copient les uns les autres et répètent les mêmes sottises. Partagez-vous ce sombre Moi, le constat. premier, on dit toutes les bêtises. Vous êtes un singe, un perroquet? Oui, enfin, c'est pas gentil pour ma mère. Je ne sais pas si elle avait des amants. Elle n'était pas tellement zéophile, je dois l'avouer. Mais évidemment, on répète tout cela. Quand vous bavardez avec les gens... C'est consternant, c'est vrai, le conformisme. C'est consternant, tout le monde répète la même chose. Voici les gentils, voici les méchants, voici ce que c'est que le progrès, voici ce que c'est effrayant. Regardez cette folie à propos de cette maladie, le coronavirus en ce moment, qui tue moins que l'alcoolisme. En France, infiniment moins. Mais est-ce que quand on voit une bouteille de pinard, on devient fou? Non. Bon, c'est parce qu'on nous dit c'est très dangereux, c'est très dangereux, on finit par paniquer. Mais on va vous dire un jour, mettez votre doigt dans votre nez et c'est la fin du monde. Et les gens le croiront. Et on va nous dire, il faut sauver notre mère, la Terre. On fait du vélo maintenant. Quand j'étais gosse, excusez-moi de revenir là, on faisait du vélo parce que la France était pauvre après avoir été exploitée par les Allemands et bombardée par les Anglo-Américains. Bon, ça fait beaucoup. On avait tous du vélo. On voulait passer au scooter, puis à la moto, puis à la bagnole. Maintenant, c'est l'inversion. Mais on ne vous dit jamais, c'est parce qu'il y a une paupérisation de l'Europe. On est de plus en plus pauvres. On est fan de la trottinette. Mais parce que, évidemment, parce qu'on ne peut pas vous promettre une Ferrari. Donc la trottinette. Et on va bientôt nous dire, les Verts, marcher à quatre pattes pour être en symbiose avec notre mère la Terre. Et il faut le faire. Mais oui, vous êtes un mammifère comme les autres, pas mieux puisque Dieu est mort. Vous êtes un mammifère. Mais oui, voilà ce que c'est que la propagande. Vous avez... ce mot un petit peu provocateur, mais gentil. Non, je ne suis pas provocateur. On va voir ça.
Vous parlez de Jésus, je pense que vous êtes d'héritage chrétien, cher de culture. Colin-Olivier. Oui, j'ai été baptisé de force. Jésus charmant, masochiste, mort à 33 ans, et de citer aussi l'odieuse charité chrétienne. Ah oui, c'est odieux. C'est l'autocritique. Mais c'est un suicide surtout. Oui. C'est un suicide. Il faut tendre la joue. C'est foutu. Il faut mais c'est rester droit dans ses bottes. C'est rester droit dans ses bottes, de tendre la joue. On en prend une, mais on ne change pas d'avis. Il ne s'agit pas de changer d'avis, il s'agit de sauver sa vie. Oui. Et sauver la vie de votre famille. Si vous tendez la joue, c'est foutu, évidemment. Bah oui, demandez à l'islam si on tend la joue. Demandez aux communistes si on tend la joue. Pas du tout, on ne tend pas la joue. On sort le sabre, ils ont raison. Pour ce sens-là, je ne suis pas du tout catholique ni chrétien, bien qu'ayant été baptisé et enfant de cœur. Oui, j'ai échappé. Philippe Colin-Olivier, je rappelle donc le titre de ce roman, très drôle, un peu célinien, un petit peu audiardesque. Qui a tué le maire de Paris? C'est publié chez Philippe. Non. Chez Pierre-Guillaume Deroux. Merci. Merci à vous. Philippe Colin-Olivier d'être venu sur notre plateau.